Bonjour et bienvenue à ce sixième cours de technique d'analyse en marketing stratégique. Alors aujourd'hui, on va voir un modèle que j'aime beaucoup qui s'appelle la chaîne de valeur et on va le compléter avec les sources d'avantages concurrentiels. Hem, donc ce sont bien, finalement des analyses de la structure interne de l'organisation, forces et faiblesses, même si on verra, cette chaîne de valeur est bien sûr en relation avec, les chaînes de valeur des autres, parties prenantes qui sont autour de l'organisation. Alors, avant de plonger dans cette chaîne de valeur, on va vite récapituler ce qu'on a fait, la fois passée. On a, parlé de l'analyse des groupes stratégiques. Donc il s'agissait, d'abord de trouver finalement des critères, on a appelé ça des dimensions stratégiques discriminantes, voilà, ou variables stratégiques discriminantes, hein, sur lesquelles on allait pouvoir voilà, classer les différentes organisations. Alors, on sait bien qu'en réalité, il y en a plein à prendre en compte, mais on les classe deux par deux pour les mettre sur un beau graphe qu'on puisse coucher sur un papier et communiquer facilement. Rien n'empêche évidemment d'en prendre plusieurs pour, expliquer notre stratégie, heu heu, aux différentes personnes, qui voudront bien l'entendre. Voilà, 4 étapes successives. Donc la première, je vous l'ai dit, déterminer ces variables discriminantes. Ensuite, eh ben, se demander pour chaque organisation qu'on veut mettre, sur ce graphe, quelle est leur attitude, donc quelle est leur position sur cette variable stratégique discriminante, pour ensuite les combiner 2 par 2, hein, et choisir les cartes qui permettent d'expliquer, notre stratégie. Alors on les a classés, ces variables stratégiques en fonction, d'une typologie, hein. Celle de se dire: ben voilà, il y a des critères qu'on va appeler comportementaux, qui nous permettent simplement de dire, le choix stratégique des organisations et des critères de performance qui permettent de voir si elles sont plus et moins efficaces en fonction d'une dimension, choisie. Une fois qu'on a fait ça, et ben, on va pouvoir, regrouper, hein, sur la carte, par exemple 2 critères comportementaux pour voir quelles sont toutes les positions, adoptées par chacune des organisations, hein, 2 ou plus, on l'a bien compris. Hem Éventuellement 2 critères de performance pour voir comment, quels sont les choix de performance et finalement les trajectoires stratégiques, choisies par, les organisations en fonction des différents critères de performance. Et un qui est particulièrement intéressant, c'est de croiser un critère de performance avec un critère comportemental afin de voir s'il y a des corrélation, hein, entre, une manière de se comporter et une notion de la performance. Si c'est le cas, eh ben, il y a suspicion d'avoir un facteur clé de succès, hein, puisque, corrélation n'est pas raison, OK, mais, ça permet de se dire: «Allez, est-ce qu'il faut que j'analyse ça, plus en profondeur, oui ou non?» Donc ça, c'est, la manière qu'on va utiliser pour, comparer, hein, les organisations entre elles et finalement, on comprend qu'on a une analyse, du présent, qui savoir où se positionne, chacune des organisations, mais aussi, une analyse des futurs possibles, c'est-à-dire aller rejoindre un autre groupe, ou s'améliorer dans son groupe ou encore innover et créer voir où il y a de la place pour créer un nouveau groupe. Mais aussi voilà, c'est ça et donc on sait où on est et où on va aller nous-mêmes, mais aussi voir qu'est-ce qui s'offre comme possibilité à nos concurrents évidemment, puisque, tout ça est un jeu dynamique. Très, très bien. Alors, attaquons maintenant, cette analyse, la chaîne de valeur.
Et c'est un modèle qui est, une fois de plus développé par, Michael Porter. Il y a déjà un moment, mais ça reste un modèle qui, je trouve, est assez bon. Heu, il faut quand même avoir conscience que c'est un résumé de choses qui sont très complexes quand on les creuse, hein. Donc mais voilà, c'est une bonne manière synthétique de voir, comment est-ce qu'une organisation fonctionne. Et donc, sur quoi est-ce que ce modèle attire notre attention dans, l'organisation? Eh ben, sur ce qu'on va appeler des fonctions, des activités de l'entreprise, hein. Et vous voyez dans le schéma en bas à droite, eh ben, des activités, achat, logistique, production, mais aussi infrastructure de la firme, gestion des ressources humaines, etc., etc. Donc chacune, hein, c'est une délimitation d'un certain nombre d'activités, dans une fonction. Et évidemment, ces fonctions, elles vont être en interaction les unes, avec les autres, hein, dans le but de concevoir, fabriquer, distribuer une offre commerciale. Et donc cette manière systémique finalement de voir l'organisation, hein, va nous permettre d'identifier, les sources d'un avantage, concurrentiel, hem, ou de plusieurs avantages concurrentiels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle alors dans le cadre, de la chaîne de valeur développée par Michael Porter, ce qu'il appelle un avantage concurrentiel, c'est bien quelque chose qui est capable de générer soit de la valeur pour le client, ça c'est quelque chose qui va soit faire payer, le client plus cher, soit dégager des économies pour la firme. Donc ça, si ça permet de faire soit l'un, soit l'autre, ça permet d'augmenter, mon profit, et si ça permet d'augmenter mon profit, eh ben, c'est tout bon pour les actionnaires. Et je vous rappelle que, on est un peu dans ce paradigme de la maximisation du profit. Alors, c'est pas parce que le modèle a été développé dans ce paradigme qu'il est impossible de l'étendre à des notions, d'avantages concurrentiels qui tournent également autour des économies en ressources ou du bien-être social des différents acteurs. Hein, c'est simplement, voilà, fixer l'objectif, et cet objectif peut être élargi si vous avez une vue un petit peu plus moderne du rôle des organisations dans la société. Voilà. Hem, donc, on va s'intéresser tout particulièrement à 3 choses. La première, c'est à l'intérieur de chacune des fonctions et des activités, on va regarder quelles sont les ressources et les compétences isolées qu'on possède et qu'on arrive à exploiter dans ces fonctions, hein, et qui nous permettraient éventuellement de dégager un avantage concurrentiel. Au-delà évidemment de ce qui se passe à l'intérieur de chaque système, on aura envie de savoir comment est-ce que, ces systèmes interagissent les uns avec les autres, et donc comment est-ce qu'ils sont organisés, hein. Donc il est clair que le système achat doit communiquer et interagir avec le système logistique, sinon ça n'a pas de sens, hein. Et donc on va vouloir regarder s'ils s'organisent de manière optimale. Alors, troisième point, qu'on va bien regarder avec ce modèle-là, c'est l'organisation globale avec les partenaires. Donc chaque chaîne de valeur est en relation avec d'autres chaînes de valeur, d'autres organisations, excusez-moi. Hein, donc il va y avoir, une vue entreprise, hein, qui va être aussi, importante. Michael Porter nous, propose aussi une typologie d'activités, hein. Il dit: ben voilà, il y a les activités principales» qu'il a mis, en bas dans sa flèche, hein, donc, et qui pour lui, sont directement créatrices de valeur, hein, c'est-à-dire pour le client final, hein, donc c'est ceux-là qui vont apporter la valeur, et afin qu'elles le fassent de manière la plus efficace possible, il va aussi y avoir des activités de soutien, hein, qui vont être au service des activités principales et qui vont donc faciliter leur bon fonctionnement.
Voilà. Alors, en général, quand on présente la chaîne de valeur, et je suis certainement pas le premier à le faire, pour vous, hein, c'est vraiment un modèle, excessivement connu, on a tendance à montrer quasiment toujours la même flèche. Alors, il faut comprendre quand même que, les chaînes de valeur sont complètement contingentes à l'entreprise considérée, c'est-à-dire que chaque entreprise a sa chaîne de valeur à elle, OK? Donc, voilà, suivant que je sois une entreprise de production, ou de distribution, ou je ne sais pas moi, de recherche et développement, ou ou encore à finalité sociale ou quoi que ce soit, bah, je vais avoir une chaîne de valeur complètement différente. Donc ceci, hein, que vous avez en bas à droite, est bien un exemple de chaîne de valeur possible. Et voilà, il faut pour chaque organisation bien regarder quelle est cette chaîne de valeur. Alors quelques exemples, de facteurs clés de succès qui ont été, exploités dans ces différents, systèmes, hein. On va prendre, comme exemple, premier exemple, Monsanto, hein, sans juger, vraiment leurs activités, hein. Ils ont été au cœur de pas mal de scandales, mais c'est pas grave, ils ont quand même profité d'un avantage concurrentiel, hein, qui était en lien avec une ressource particulière, d'une fonction qui est son activité recherche et développement, et qui a permis de déposer un brevet sur un édulcorant de synthèse, hein, qui a réellement porté l'entreprise pendant de nombreuses années. Ok. Donc il s'agit bien ici d'une ressource particulière au sein d'une fonction. Autre exemple, Caterpillar, au sein de son activité de distribution, il a pu, développer une compétence, et cette compétence a été, hein, le fait de pouvoir livrer en moins de 48 heures une pièce détachée pour n'importe laquelle de ces machines. Alors ça, c'est une compétence, intéressante, hein, qui, pour la petite histoire, a été, développée grâce à un contrat, exclusif avec le ministère de la Défense américaine. Et donc qui a permis finalement d'avoir cette compétence, hein. Vous avez un problème avec la machine, moins de 2 jours plus tard, la pièce est là, vous pouvez la réparer et continuer à bosser, hein. Donc ça, si vous êtes au milieu de la jungle, ou au milieu du désert, ou au sommet des montagnes, ou n'importe où, bah, c'est quelque chose qui est intéressant. Et quand vous allez choisir, quelle machine, outil, acheter, et ben, vous allez dire: «Ouais, mais ceux-là, si on tombe en panne, ils savent nous dépanner en 48 heures». C'est un critère qui fait réellement la différence et qui est un avantage concurrentiel certain. Alors troisième exemple, exemple plus, organisationnel autour de la chaîne de valeur, hein, et aussi en répartissant bien, ici les tâches, et l'exemple que tout le monde connaît, c'est comment IKEA a réparti les tâches entre lui et son client, hein. Le jour où IKEA est venu avec la proposition d'avoir des emballages, de meubles faciles à ramener chez soi et à monter soi-même, eh ben, c'était quelque chose de réellement disruptif. Et ils ont donc réorganisé, cette, les tâches qui sont à faire pour, pouvoir disposer d'un meuble chez soi. Et cette réorganisation a permis de développer un avantage concurrentiel. Hem, Pas qu'il n'y ait pas moyen de faire la même chose, mais vu les volumes qu'ils ont, obtenus, jusqu'à présent, beh, ça reste quelque chose de difficilement imitable, en tout cas. Voilà, donc 3 exemples qui visent à montrer comment, c'est important de se focaliser sur ces, 3, endroits. Alors, commençons par, le diagnostic des activités. Hem Il s'agit donc de se demander si, au sein de mes activités, j'en ai qui recèlent plus de valeur que celles de mes concurrents, ou enfin qui sont capables de produire plus de valeur que ceux de mes concurrents, ou est-ce que j'en ai qui consomment plus de valeur que celles de mes concurrents?
Le principe est relativement simple à expliquer comme ça, mais est compliqué à décrire plus en détail. Parce que la première chose, c'est que pour pouvoir analyser ce qui se passe dans mes activités, j'ai besoin de les décrire, ou en tout cas de les concevoir d'une manière assez claire dans mon esprit. Hein. Et si mon organisation est relativement grande, je peux avoir besoin d'une description des processus de mon organisation. Alors, je vous ai mis un petit schéma en haut à droite qui sont les 4 couches habituelles de ce qu'on appelle l'architecture d'entreprise. Hein. C'est-à-dire donc décrire les processus d'une organisation. C'est d'abord savoir à un niveau métier qui fait quoi, à un niveau fonctionnel, pourquoi est-ce qu'on le fait? À un niveau applicatif, comment est-ce qu'on le fait? Et à un niveau technique, avec quoi on le fait? Hein, et tout ça doit, en tout cas, être compris par au moins une personne pour pouvoir faire un diagnostic des activités. Et idéalement, il est décrit au travers de processus documentés. Hein. Et évidemment, c'est un choix stratégique de décrire ces processus ou de ne pas les décrire. Heu, bon, voilà, ça c'est une discussion qui peut, voilà, faire couler beaucoup d'encre, mais voilà, on va s'arrêter là. Une fois que, on conçoit en tout cas les différentes activités, de l'organisation, on va, délimiter, des systèmes d'activité. Parce que c'est bien, mais, cette chaîne de valeur telle qu'elle est présentée par, Michael Porter, et ben, finalement, elle sous-tend l'idée qu'il y a moyen de délimiter différentes fonctions. Ça reste des choses qui doivent être discutées plus en détail. Alors c'est facile de faire une grande flèche, de tracer une ligne avec un nom à l'intérieur, mais quand on voit que quand on est sur le plancher, de l'usine, beh, c'est parfois beaucoup plus compliqué de voir quelle est réellement la limite entre ces, différentes activités et comment est-ce qu'il faut les séparer. Et il faut faire des choix, OK? Faire des choix de savoir comment je vais délimiter ces systèmes d'activité. Très bien, hein, ensuite, une fois qu'on a délimité ces différents systèmes, on doit choisir et mesurer des indicateurs visant à identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, et ça aussi, ces indicateurs, ils font, donc l'objet d'un choix et d'une réflexion. Il est clair que, le nombre de possibilités est assez grand et qu'il faut adapter ces indicateurs au contexte spécifique de l'entreprise. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que d'une part, suivant que j'ai décidé de décrire plus ou moins et de mesurer plus ou moins chacune des choses dans mon organisation, hein, et ça découle de l'utilité que je trouve de le faire, hein, et ben, je vais avoir plus ou moins de matière pour déterminer ces indicateurs. Hein. Il est clair que si j'ai pas d'architecture d'entreprise et que j'ai pas de comptabilité analytique, ben, ça va être difficile d'avoir des chiffres, en tout cas, précis sur ce que je fais. Dans le cas où j'ai une architecture d'entreprise, quasi complète, et où j'ai une enfin, plusieurs sortes de comptabilité analytique qui sont, documentées et mesurées de manière continue, et ben, là, je vais avoir beaucoup plus de choses que je vais pouvoir mesurer pour savoir si je crée de la valeur. Alors, c'est important de savoir, mesurer chez moi, mais c'est aussi important de savoir mesurer chez les autres. Parce que idéalement, si je veux savoir si j'ai un avantage concurrentiel, je dois savoir si je fais mieux que mes concurrents. Ça, c'est l'idéal, c'est l'analyse comparée avec mes concurrents. Seulement, déjà, c'est pas évident de savoir si j'aurai la mesure chez moi, c'est encore moins évident, de savoir si j'aurai la mesure chez mes concurrents.
C'est-à-dire que même si, ils ont, cette architecture d'entreprise et cette comptabilité analytique qui leur permettent d'avoir, la valeur des indicateurs, c'est l enfin, c'est même quasiment évident qu'ils vont pas me donner, ces valeurs. Ils vont pas vouloir le faire parce que ça nous permettrait justement, hein, de développer un avantage concurrentiel qui, pourrait les mettre en difficulté. En tout cas, c'est une certaine manière de voir les choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de ce qu'on appelle de compétition, c'est-à-dire de mise en commun de ce genre de choses. On pourrait aussi, faire appel à un acteur externe qui permettrait, hem, voilà, de rassembler un certain nombre de données et d'en faire profiter à tout le monde, hein, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables, hem mais voilà, c'est pas, forcément, ça demande un niveau de maturité encore, supérieur. Alors par contre, ce qui est plus évident, c'est de pouvoir me comparer à ce qu'on appelle un best in class. En tout cas dans certains domaines, où ce best in class a la volonté de vous proposer ses services, ça risque d'être possible. Alors, oui, je prends un exemple logistique parce que là c'est très clair et c'est très facile à comprendre. Si jamais je veux, comparer mes capacités à livrer ma marchandise avec celle d'une organisation qui fait ça, hein, qui est réputée pour le faire, le mieux au monde, hein, admettons, Amazon ou DHL ou enfin bref, quelqu'un qui fait ça, très bien pour pas cher. Eh ben, eux, ils vont être très contents de me donner leurs chiffres, hein, de dire: «Regardez comme je fais ça bien». Parce que si je compare, hein, ma manière de faire, de stocker et de distribuer, par rapport à celle, qu'Amazon utiliserait, eh ben, si je me rends compte que je perds de la valeur, c'est-à-dire qu'Amazon le fait mieux que moi, eh ben, la décision qui suit sera d'appeler Amazon et leur dire: «Écoutez, est-ce que vous voudriez pas le faire pour moi?» et qu'on se partage, hein, la valeur ajoutée à ce que vous repreniez mes activités, hein. Ce serait quelque chose d'intelligent à faire puisque ça veut dire que vous perdriez moins de valeur en le confiant ça à Amazon et donc Amazon serait très content de ramasser votre business, pour, voilà, que vous deveniez un de leurs clients. Donc ça c'est très possible. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une analyse longitudinale, hein, c'est-à-dire de voir, dans quelle mesure est-ce qu'on s'améliore, dans le temps. Ça paraît une bonne idée sur papier, sans trop y réfléchir comme ça. En tout cas, on le fait, hein, ne fût-ce que pour encourager les troupes. Hem, mais il faut quand même, bien se dire que la performance de ces indicateurs ne sont pas que liés à nos forces, ou nos faiblesses en interne, ils sont aussi liés à un certain environnement qui n'était pas le même il y a 1 an ou il y a 2 ans qu'aujourd'hui et donc il est possible que, une amélioration soit due à un facteur externe plutôt qu'à un facteur, interne et donc ça, vous aurez probablement difficile à, sortir cette conclusion de cette analyse, longitudinale. Autre manière de faire, issue de la comptabilité analytique d'ailleurs, c'est d'établir ce qu'on appelle un réseau de vente interne. C'est-à-dire que chaque système d'activité ou chaque fonction de l'entreprise est, le client d'une autre fonction et est le fournisseur d'une ou de plusieurs autres fonctions. Voilà, et donc ça permet de, pour autant que nos manières d'estimer les choses, soient, efficaces, ça nous permet de savoir si on fait ça mieux qu'un opérateur externe, hein, et aussi finalement aller ajuster, la valeur qui est créée. Très bien. Alors voici une liste, bien sûr non exhaustive, d'indicateurs et je les ai appelés classiques parce que, beh, voilà, ils sont très orientés, sur, hein, la rentabilité, la productivité, l'efficacité. Voilà, je ne vais pas les prendre en détail avec vous, hein, mais juste pour que vous ayez une idée des types d'indicateurs que je pourrais vouloir mesurer, afin de me comparer avec mes, concurrents. Hein, il y a des indicateurs beaucoup plus,
relatif que ça, hein, je sais pas, vous pourriez, décider de mesurer, le bien-être de vos travailleurs et donc, mettre un questionnaire type, pour savoir si, s'ils sont heureux au travail, par exemple, hein, ou des choses comme ça pourrait tout à fait, être, mesuré aussi. Alors, une fois que vous avez repéré allez, une fonction dans lequel vous avez, comment dire? Vous créez de la valeur. Vous dites: «Ah là, je suis meilleur que mes concurrents» ou «Je suis meilleur que le best in class» ou je fais ça mieux que si, j'achetais ces compétences sur le marché». Et ben, vous voudriez savoir, qu'est-ce que vous faites réellement mieux, hein? Et donc finalement, c'est se dire: «Oui, mais quelle est la compétence ou les compétences ou le» enfin, parce que pas souvent il y a une synergie de compétences. Quelle est la synergie de compétences que qui vaut la peine d'être protégée et conservée? Voilà. 4 caractéristiques, hein, la valeur, la rareté, le caractère non imitable et non substituable et l'appropriation. Voyons ça en détail. La valeur, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de profiter d'une opportunité, hein, c'est ce qu'on appelle, le fait, que l'entreprise soit adaptée, hein, à son environnement, hein, c'est-à-dire qu'elle puisse, voilà, créer de la valeur en étant en répondant le mieux à cette opportunité ou, neutraliser une menace, hein. Ça marche aussi. Si je suis capable de réduire la probabilité qu'une menace arrive ou que réduire, le coût, de la menace quand elle, est là, beh, ça fonctionne aussi, ça apporte aussi de la valeur, hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, le fait que l'organisation soit adaptée et robuste. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai obtenu ça grâce à la mesure d'indicateurs au mieux dans le présent, parfois aussi dans le passé, hein, puisque le temps que les chiffres remontent et qu'ils soient compilés et tout ça, hein. Il est courant, hein, d'accepter que certains indicateurs de performance soient moins bons que chez mes concurrents, mais parce que, en eux, ils permettent une certaine adaptabilité ou une certaine robustesse face à des événements futurs incertains, hein. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Beh, il y a un certain moment où les entreprises automobiles ont décidé, d'investir massivement dans des chaînes automatisées et au début, c'était pas rentable, mais le calcul était stratégique en se disant: «Oui, mais dans le futur, une fois que, hein, tout ça aura été bien rodé et ben, ça m'apportera, hein, des indicateurs meilleurs». Donc il y a attention à cette notion de futur, hein, qui pourrait nous mener à des conclusions hâtives. Bon, la valeur, on a compris, ça apporte de la valeur, ne fût-ce que de manière classique au niveau d'une augmentation du chiffre d'affaires ou de la diminution des coûts. La rareté, ça veut dire simplement que très peu d'entreprises, voire pas du tout, hein, personne d'autre, n'a accès à cette compétence fondamentale. C'est encore mieux si, hein, cette compétence ne peut pas être sujette à transaction, si voilà, ça peut pas se vendre, vous l'avez, un point c'est tout et personne d'autre peut l'avoir. Ça c'est le top de la rareté. Ensuite, on aura le caractère non imitable et non substituable. Donc la différence entre les 2, c'est que non imitable, ça veut dire que vos concurrents ne peuvent pas, à coût, similaire, heu, avoir la même, compétence que vous, hein. Et non substituable, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas avoir une autre stratégie pour accepter, hein, à une même, pas vraiment une même compétence, mais voilà, des mêmes effets, hein, en termes, de bénéfices, les mêmes bénéfices, via peut-être une autre compétence. Et finalement, l'appropriation ou l'exploitation, c'est simplement le fait que posséder une compétence n'est pas suffisant. Il faut bien sûr, hein, être capable d'en extraire de la valeur, d'en
d'abord de la mettre en application, parce que dans certains cas, on a une compétence ou un savoir-faire, mais on l'utilise pas, alors ça n'amène pas de valeur, hein, mais aussi, parfois, bah, je sais pas moi, vous avez, bah, voilà, dans l'agroalimentaire, vous avez vous faites des fruits, qui sont biologiques, mais vous n'avez pas de certification et d'étiquette pour dire qu'ils sont biologiques. Bah, finalement, vous n'arrivez pas à vous approprier cette valeur que vous avez créée. Voilà, il est clair, hein, ce qu'il faut cumuler ces caractéristiques pour créer un avantage concurrentiel. Donc, le fait que les compétences ou les ressources aient de la valeur, ben, ça permet, le fait de créer de la valeur, ça permet d'entrer hein, sur le marché, d'entrer dans le champ concurrentiel d'un secteur d'activité parce que vous créez de la valeur. Ok, très bien. Mais c'est pas pour autant un avantage concurrentiel. Ça veut dire que je suppose que vos concurrents ils créent aussi de la valeur. Ok. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un avantage concurrentiel. Pour ça, il faudra en outre que ces compétences soient également rares. Alors oui, si c'est rare, là, ça fait un avantage concurrentiel. Mais attention, il peut s'avérer provisoire, hein. Ce qu'on veut, c'est idéalement un avantage concurrentiel qui dure, qui nous permette de créer une barrière à l'entrée, hein. Donc, il faut aussi pour ça qu'il soit difficilement imitable ou substituable. Et là, je vais avoir un avantage concurrentiel durable et solide duquel je vais pouvoir générer du profit, de la valeur. Alors, évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est insuffisant si jamais je n'arrive pas à exploiter ces compétences. Ça va de soi. Ok, bon, passons maintenant à un niveau un peu plus complexe qui est le diagnostic organisationnel. Enfin, pas que le diagnostic des fonctions soit simple en soi, hein, ça demande pas mal de talent. Mais pour le diagnostic organisationnel, là, finalement, on va défocaliser, hein, on n'est plus sur une activité, mais on est en train de regarder le lien entre ces activités, entre ces fonctions. Le lien donc entre les fonctions au sein de mon organisation, mais aussi le lien entre ma chaîne de valeur, celle de mes fournisseurs, de mes distributeurs, de mes clients, etc., etc. Éventuellement de mes sous-traitants, de mes concurrents, hein. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher ici, c'est à excusez-moi, c'est à générer, hein, enfin améliorer la performance en s'organisant euh, entre plusieurs personnes, entre plusieurs équipes, entre plusieurs départements et entre plusieurs organisations. Bon, c'est pas évident à faire. C'est quelque chose, chaque fois que je reprends, ceci, pour vous l'enseigner, beh, c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression chaque fois de me casser un petit peu les dents parce que c'est pas évident de mesurer le niveau de synergie, peu importe où est-ce que vous, le mesurez. Donc, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut, attaquer ce problème-là? La première chose, c'est que ce niveau d'efficacité de l'organisation peut être mesuré en fonction de niveau de focalisation. C'est-à-dire que ici j'ai mis d'une focalisation individuelle jusqu'à une focalisation globale et j'ai essayé de ratisser vraiment le plus large possible. On peut rajouter des étapes intermédiaires bien sûr, hein, comme département ou etc. etc. Mais au plus de niveaux différents vous abordez dans votre réflexion stratégique, au plus mature vous serez. Alors en général, au niveau individuel, c'est-à-dire que pour vous, ben, vous avez en vous, hein, biologiquement, les choses qui sont relativement bien coordonnées entre elles.
hein, heu, soit, c'est pas le sujet de ce cours. Ensuite, on aura, au niveau des groupes humains ou des équipes ou des fonctions, beh, il va falloir coordonner les gens entre eux. Ensuite, au niveau des différentes fonctions, hein, puisque ça, c'est là où on commence à réfléchir ici avec la chaîne de valeur, hein, et évidemment, ça dépend des limites que j'ai choisies pour mettre autour de mes fonctions, on est bien d'accord, hein, mais heu, entre fonctions, on doit aussi s'organiser. Et puis on peut avoir entre départements, entre, différents, parties de l'organisation, entre chaînes de valeur, très important, OK, ça c'est vraiment le point de focalisation que nous propose Michael Porter. Heu, beh, entre chaînes de valeur au niveau de la filière, OK, et puis finalement entre filières entre elles, il y a aussi moyen d'aller, s'organiser à ce niveau-là. Et puis, bon, c'est un peu bobo, mais non, moi je trouve ça quand même important. Il faut quand même avoir une certaine, notion que, notre organisation, elle est dans un système qui est, imbriqué avec, l'ensemble de l'humanité, hein, ou en tout cas, enfin on peut de nouveau, avoir des découpages un peu plus, restreints au niveau d'une nation, au niveau, et cetera, d'un continent. Et finalement, peut-être que là où on peut s'arrêter, c'est au niveau de la biosphère ou au niveau de l'échelle de la planète, hein, qu'on est quand même en relation aussi au niveau systémique avec des tas de choses comme ça. Bon, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on n'est plus en interaction avec d'autres cerveaux humains, entre guillemets, donc euh, ça reste une discipline différente, mais c'est pour vous montrer que, on peut mesurer la maturité de, cette, coordination déjà en regardant le nombre de niveaux sur lesquels on se focalise. Bon, une fois que, on sait ça, on peut aussi mesurer avec quelle intensité, hein, on se coordonne à chacun de ces niveaux-là. Hein. L'exemple typique qu'on peut prendre, c'est que au sein d'une organisation, il y a différentes fonctions et qu'elles peuvent chacun avoir des intérêts qui sont divergents. Hein. Par exemple, la fonction production euh, peut légitimement se dire que son objectif est de diminuer les coûts, hein, de la production et que donc pour diminuer les coûts de cette production, un objectif de standardisation et de fabrication de masse peut être tout à fait légitime, hein. C'est-à-dire, ouais, mais nous, on va fabriquer en plus grand volume, et si je fabrique en plus grand volume, eh ben, mon coût unitaire va diminuer, et on a déjà vu pourquoi, et donc on peut tout à fait comprendre cette stratégie au niveau d'une fonction production. Dire, ouais, mais moi, je veux amener de la valeur, et donc pour amener de la valeur, je dois diminuer mes coûts, et donc pour diminuer les coûts, une stratégie possible est standardisation et fabrication de masse. Très bien. Mais à côté, vous avez une fonction marketing de la même chaîne de valeur, hein, de la même organisation, qui dit ouais mais non, 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 moi ce que je veux, c'est personnaliser les produits et avoir une certaine flexibilité pour m'adapter, hein, aux désirs changeants de mes clients. Et ça pourrait effectivement être un objectif tout à fait louable pour que ce département marketing puisse, hein, créer de la valeur. Donc on voit que personnalisation et flexibilité est complètement antinomique avec standardisation et fabrication de masse. Et pourtant, les deux objectifs sont légitimes. Donc à ce moment-là, on peut, se dire: «Bon, ben c'est chacun pour soi» et hein, on a une espèce de gestion en silo, voilà, c'est le niveau -1, hein, ici qui a été, mis sur un petit modèle qui est assez mignon, hein, qui permet de voir quelle est enfin une manière de voir quelle est la maturité, hein, de notre coopération, ici plutôt à un niveau individuel dans une équipe, hein, mais ça marche très bien aussi, hein. On peut très bien s'imaginer le directeur de production et le directeur de marketing qui soient dans une situation tout à fait similaire, hein, chacun pour soi, chacun pour son département, hein, ou pas. Hein, donc ça, c'est le niveau -1. On a bien compris que c'était pas l'idéal, chacun pour soi. Ça ne permettrait pas de se coordonner. Voilà,
Autre exemple, s'il vous faut encore une illustration que, au niveau des fonctions, on peut avoir des intérêts divergents tout en étant légitimement en train d'améliorer sa propre fonction, hein. Le département, la fonction logistique, veut pouvoir augmenter les stocks pour que chaque fois qu'on lui demande, quelque chose, que ce soit en stock et qu'il puisse rapidement, livrer la chose demandée. Et le département finance, lui, va se dire: «Non, non, 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 moi je veux pas trop de stock parce que, hein, qui dit, grand stock dit, grande nécessité de moyens financiers pour financer ces stocks, hein, qui sont là et qui sont finalement de l'argent qui dort dans l'entreprise», hein. Donc encore 2 demandes légitimes et complètement antinomiques. Donc voilà, on comprend bien que dans ce cadre, chacun pour soi va mener à une mauvaise coordination des différents services. Et ben, il est clair que si on réfléchit au niveau des organisations, eh ben, chaque organisation, et on l'a vu d'ailleurs dans les 5 forces de porteurs, va vouloir tirer vers elle une partie plus importante du bénéfice, et donc dans cette dynamique, hein, aura comment dire, des conflits d'intérêts avec ses fournisseurs et ses clients. Voilà, donc on a des conflits et si on est chacun pour soi, eh ben, il se fait que ça fonctionne pas très bien. Parce que simplement, eh ben, on ne on ne on bénéficie moins facilement de synergie, hein. Hem Et ça, c'est quand même démontré depuis un moment, depuis plusieurs centaines d'années, qu'à partir du moment où, on se spécialise chacun et on coopère, on arrive à plusieurs à faire mieux que si on faisait chacun séparément. OK, ceci, n'est plus à démontrer. Vous pouvez, retourner vers un classique, du type Adam Smith si vous voulez vous, repenser à ce critère fondamental. Voilà. Donc niveau zéro, c'est simplement voilà, le marketing me demande à la production et OK, je veux bien que tu veux standardiser fabrication de masse, mais est-ce que je pourrais quand même avoir, hein, de temps en temps, quelque chose de différent? Allez, bon, hein, c'est pas bon pour mes chiffres, mais je le fais parce que je comprends que, ce qui enfin bref, je comprends ta demande et je la respecte. Voilà. Donc ça, ce serait déjà, simplement si on arrive à, hem, diminuer un peu ses propres objectifs dans le but d'aider les autres à atteindre les leurs, ça, c'est déjà un signe qu'il y a une certaine forme de coopération. Si on a un but commun et une vision commune et qu'on arrive ensemble à déterminer quel est l'optimum ou en tout cas à discuter quel est l'optimum d'efficacité combinée de nos différents indicateurs, là on a encore passé un niveau. Alors vous allez me dire, c'est pas facile forcément à avoir un critère de mesure, très, voilà, très, strict de ça, hein. On va souvent devoir faire partie enfin, on va peut-être, regarder, beh, déjà, est-ce qu'il y a une mission, une vision, hein, et des valeurs communes, dans l'organisation, hein? Est-ce que c'est documenté? Si c'est pas documenté, c'est clair, il y a pas, hein? Mais, c'est souvent documenté, mais personne n'y croit. Donc là, il va falloir faire appel à un questionnaire et voir dans quelle mesure est-ce que, hein, ou parfois c'est documenté, mais il y a plein de gens qui savent même pas que c'est documenté, hein, ce genre de choses-là. Voilà, mais donc c'est pas un chiffre, un indicateur vraiment précis, voilà, c'est il faut décider d'une manière de le mesurer. Un step, en plus, ce serait d'avoir une méthode, documentée et respectée qui permettent de déployer une efficacité collective. Alors ça aussi, c'est difficile, de voir si la box est checkée ou pas, hein, de savoir si on le fait ou on le fait pas. Alors, on peut déjà regarder, voir s'il y a des méthodes documentées. Si on n'a pas, beh, c'est déjà clair. Alors, parfois dans les très petites organisations, beh, tout ça est dans la tête d'une personne, hein, mais donc c'est parfois ça y est, c'est juste, hem, partagé de manière informelle, voilà.
Hein. Donc, on comprend déjà que ces méthodes, elles vont dépendre du contexte, de savoir si, hein, s'il y a une bonne méthode ou pas. Une bonne méthode pour une organisation dans un certain contexte pourrait être une mauvaise méthode pour une autre organisation dans un autre contexte. Hein. Donc ça, voilà. Donc c'est la difficulté de nouveau de cette mesure-là. Et finalement, hein, le niveau ici documenté comme étant 3, hein, de performance. Il s'agit, on considère globalement que la performance, c'est savoir s'adapter au contexte changeant de manière permanente. Ok. Et ça, euh, ben voilà, euh, c'est de nouveau très difficile à mesurer, mais on comprend bien ce qu'on recherche. Très bien. Ici, issu de la même source, je vous ai mis quelques petites choses qu'il proposait je ne vais pas le voir en détail avec vous, mais qu'il proposait pour voir comment passer de -1 à 0 et de mesurer finalement. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est de jeter un coup d'œil à cette deuxième colonne, comportement sur le terrain. Hein, voilà. Et là, vous pouvez poser la question de manière, alors c'est relatif, hein, la réponse va être biaisée probablement par des tas de choses, mais vous pouvez poser la question, hein, est-ce que les problèmes sur le terrain sont gérés de façon constructive en recherchant des solutions à des besoins plutôt que des coupables, hein, alors, voilà, il y aura probablement des biais parce que on comprend toujours, on comprend très bien ce à quoi on veut arriver en posant cette question-là à n'importe qui, mais voilà, on peut être un petit peu plus subtil dans la manière de poser les questions. Et évidemment, si je veux comparer une organisation avec une autre, hein, ou même un département avec un autre, je vais devoir poser exactement les mêmes questions dans la même manière. Et donc, allez, vous pouvez vous référer à votre cours d'études de marché qui sera tout à fait acceptable pour découvrir quels sont les biais possibles dans le cas d'une tentative de mesure de cette maturité. On voit néanmoins que les critères qu'on prend ici sont des critères qui, pour moi, sont relativement subjectifs à un système de valeurs. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, mais donc voilà, dans certains autres contextes, il y a des organisations qui font rien de tout ça et qui sont redoublatablement efficaces. Hein. Donc voilà, donc c'est une manière d'appréhender les choses, on va dire ça comme ça. Autre façon de voir les choses, c'est de se poser des questions. Donc, puisqu'on a compris que le top du top, c'était de pouvoir, de la coordination, je veux dire, hein, c'était de pouvoir s'adapter ensemble à une réalité changeante. Hein. Il s'agit voilà, de se poser des bonnes questions pour co-construire les axes d'amélioration. C'est à ça qu'on veut arriver. Hein. Alors, pas facile à mesurer, hein. Je vous ai mis excusez-moi, 5 questions ici, hein, pour voir 5 points d'attention, hein, que j'ai trouvé dans la documentation, hein. Il s'agit de, évidemment, se demander comment est-ce qu'on se coordonne, hein, mais aussi comment est-ce que on va chercher et comment est-ce qu'on partage l'information. Oui. Finalement, enfin et encore, et ben, c'est important de savoir qui réfléchit au problème, hein. C'est important de savoir qui prend les décisions, hein, dans d'autres organisations, on dirait comment est-ce qu'on gère les conflits et finalement, comment est-ce qu'on vérifie que, tout ce qu'on fait correspond au résultat qu'on attend. Hein, qui est évidemment de manière optimum l'amélioration continue. Hein.
Dit autrement, de nouveau, on pourrait parler de maturité du processus qualité, hein. Donc je vous ai mis, juste là sur la droite, 5 étapes d'un processus de qualité, hein. On voit que toutes ces questions font, référence à chacune de ces étapes et beh, voilà, une autre manière de poser la question de savoir si on a un avantage concurrentiel lié à notre manière de nous coordonner, c'est simplement de se dire, ben voilà, est-ce qu'on a une démarche qualité mature, hein? Et mature ne veut pas forcément dire complexe, hein. J'essaye de parler ici de tout type d'organisation. Parfois, on a des très petites organisations où on a simplement un groupe de personnes qui est capable intuitivement d'avoir une amélioration continue et une adaptation à son environnement qui fonctionne redoutablement bien sans que rien soit documenté entre nous. Mais voilà, si on va vers des choses un peu plus documentées, on va dire ça comme ça, hein. Voici 2 propositions pour mesurer la maturité d'un processus de qualité. Le premier est issu, du modèle CMMI, hein, où il nous propose de classer ça en 5 niveaux. On va retrouver quelque chose que je vous avais dit, hein, au niveau de la gestion de groupe là, ici au-dessus. Un niveau 1 initial, ben il y a rien. Ça c'est clair. Niveau 2, reproductible, il s'agit donc qu'il y ait, et c'est ce que je disais qui peuvent être redoutablement efficaces dans des petits groupes, mais évidemment dans des grands groupes c'est plus compliqué, hein. Il y a un consensus, d'une manière, peu importe la manière, mais il y a un certain consensus sur la manière de faire les choses et donc ça on peut tester. Tiens, toi comment est-ce que tu penses de faire A? Et on peut lui demander quelque chose. Et toi, ah, comment est-ce que tu penses que ça doit être fait? Et s'il y a la même chose, ça, c'est mesurable. Voilà, défini, c'est souvent l'étape la plus compliquée, hein, c'est, passer d'un état où, on s'ajuste mutuellement à un état où ce qu'on fait est décrit de manière formelle. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que, ça demande de l'énergie de décrire, les choses de manière formelle et ça demande non seulement de l'énergie, une fois, mais ça demande de mettre à jour cette documentation de manière constante, hein, et parfois la valeur ajoutée est pas perçue, hein, parfois à juste titre. Mais donc voilà, heu, dans les très grandes organisations, en général, il faut que ce soit fait, hein. Parfois on peut discuter du niveau de détail avec lequel ça doit être, fait, le niveau de détail optimum, mais il y a un moment, il faut formaliser quand même des choses. Ensuite, niveau 4, maîtriser, hein. L'entreprise a institué un processus formel de collecte d'informations pour suivre et gérer le processus. OK, donc là, il y a voilà, c'est OK, comment est-ce qu'on va faire? Hop, hop et finalement et qu'il y ait une amélioration continue, hein, de chacun des processus. Et le niveau 5, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a une amélioration continue, de l'amélioration continue, hein? Voilà, hem, ça c'est le top et ça voilà, ça permet de mesurer d'une manière, hein, la maturité du processus de qualité qui pourrait être un bon indicateur d'un facteur clé de succès. Voilà, autre modèle, voilà, de fan de BPM, hein, de Business Process Management, hein, ici, je trouve que c'est quand même relativement poussé comme modèle, on va bien sûr je vais pas, vous montrer un exemple, typique on va pas faire d'illustration nous ou d'exercice à propos de ça, mais je trouvais l'approche, intéressante, hein, d'avoir d'abord, un premier axe, hein, sur le cycle de business process management, hein. Est-ce que il y a conception, hein, donc on retrouve ce qu'on avait à gauche là, hein. Est-ce qu'il y a conception des processus? Est-ce qu'il y a orchestration des processus? Et est-ce qu'il y a amélioration continue des processus? Ok, donc ça ce serait un axe de maturité possible.
Et on essaye de le croiser avec 2 autres, axes de maturité, hein. Un qu'on va appeler le domaine et finalement, il y a ici le choix de 3 domaines: culturel, professionnel ou technologique. Donc par culturel, c'est tout ce qui est système de valeurs, par professionnel, c'est tout ce qui est processus métier et technologique, beh, ça parle de soi. Voilà, on pourrait faire plus de catégories que ça, mais je trouve que déjà 3 fois 3 c'est pas mal, hein, ou plutôt 3 exposants 3. Hem et alors, le troisième axe, c'est le niveau d'abstraction. Comprenez, finalement, avec quel niveau de détail, voilà, c'est décrit et beh, ici, c'est pas forcément non plus le plus grand niveau de détail qui est le mieux, hein. Alors en général, évidemment, les consultants, en process, ils nous poussent à aller le plus détaillé possible, comme ça leur fait du travail. Mais la vérité vraie, comme on dirait, c'est que, ça demande aussi pas mal d'énergie de faire ça, hein et donc, ça pourrait, dans une certaine mesure, vu que ça demande de l'énergie, cristalliser les choses si on allait trop en détail ou, rendre ça obsolète avec aucune envie de les mettre à jour, hein, donc ce serait du travail perdu et donc il faut, voilà, trouver le bon niveau de détail auquel on veut aller. Très bien, beau modèle, un beau modèle assez complexe, mais beau modèle quand même. Très bien, alors il nous reste à parler, de l'avantage, concurrentiel. Bon, on a compris, compétences, ressources ou capacités organisationnelles, ça c'est ce qu'on vient de faire, hein. Et donc dans ces 2 choses, elles vont viser soit, hein, toujours d'un point de vue strictement, économique et financier, proposer une offre valorisée, soit obtenir une offre à moindre coût, hein. Et donc je voudrais rapidement parler, même si c'est hyper important pour votre formation, des stratégies génériques, modèles que vous avez peut-être déjà vus aussi, hein, ultra connus, hein, toujours de Michael Porter. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est soit faire une stratégie de domination par les coûts. Alors, la stratégie de domination par les coûts, elle fonctionne hyper bien dans un système de volume, hein. Il s'agit, d'offrir une offre, standard, donc je fais le job, mais je le fais à un coût inférieur à mes concurrents et donc à un prix inférieur à mon concurrent. OK? Donc je veux maîtriser mes coûts absolument et on a vu, hein, à quel point les stratégies de volume, voire, la manière dont je suis, proche de certaines ressources, voire les synergies vont me permettre d'obtenir ça. Ensuite, on aura des stratégies de différenciation. Alors, différenciation, à la 1re différenciation qui a été, largement documentée, c'était la différenciation, vers le haut, hein. Il s'agit finalement ici de ne pas proposer juste ce qui est standard, mais d'aller proposer ce qui est standard, plus une série de choses que les gens «exigeants», hein, entre guillemets, désirent. Donc on va améliorer l'offre standard et évidemment on essaye que le coût de ces améliorations soit inférieur à la valeur perçue supplémentaire dans l'œil du client et donc, en général on va viser, hein, le haut de gamme. On va viser en tout cas des gens qui sont capables de mettre un prix bien supérieur pour toute une série de raisons. Donc pour créer, ce surplus de valeur et ben, on va typiquement se reposer sur 3 types de compétences différents. Des compétences en recherche et en développement pour, trouver des choses innovantes à rajouter, hein, et rechercher à rajouter, aux produits standards. On va avoir des compétences, commerciales au sens large, hein, donc marketing et commercial, pour améliorer l'image, un peu, lobotomiser les gens qui sont à la recherche
le statut social, etc., pour leur dire à quel point ils seront vraiment mieux perçus par les autres si jamais ils ont ça ou ça. Et ensuite, les services associés, hein, pour offrir du confort, si vous voulez, hein, et se dire: «Oui, voilà, pour réduire un petit peu l'anxiété, de certaines personnes», hein, accueil, conseil, livraison, installation, service après-vente, etc., etc. Voilà, différenciation vers le haut. Hem Par après, on s'est dit qu'il y avait tout à fait, enfin je dis par après, en fait non, c'était directement documenté, hein, la différenciation vers le bas. Hem, Bas de gamme, on peut dire ça aussi. Le principe, c'est de faire ce qu'on appelle une épuration, c'est-à-dire d'enlever ce qui n'est pas absolument nécessaire aux personnes dont le critère principal est le prix. Hein. On va quelque part dégrader un petit peu cette offre standard, hein, parce que quelqu'un qui ne fait attention que au prix, ça c'est pas important pour lui. Hem, je sais pas, moi je prends toujours le même exemple, hein. Un jour, je joue pas du tout au tennis, mais un jour, des amis, m'ont proposé de venir jouer au tennis avec eux. J'ai débarqué dans mon, magasin de sport, préféré et j'ai cherché une raquette de tennis, sachant très bien que j'allais là juste pour, faire potiche et jouer au tennis une fois dans ma vie. Donc qu'est-ce que je cherchais? Eh ben, je cherchais, une raquette qui fasse le job, c'est-à-dire pouvoir taper sur la balle, mais voilà, je m'en fous du logo qu'il y a dessus, je m'en fous de la couleur qu'elle a, je m'en fous de savoir s'il y a un anti-vibration, je m'en fous de, et limite même, si elle est pas très solide et qu'elle va casser dans quelque temps, c'est pas très grave. Donc il y a même carrément moins, hein, que l'offre standard. Voilà, il y a d'autres contextes dans lesquels une différenciation vers le bas, hein, peut être utile aussi, hein, ne fût-ce que pour, tout ce qui est, s'adresse aux personnes qui ont un budget assez serré, hein, une différenciation vers le bas peut, faire la différence. Donc il est clair que dans ce contexte-là, ça va être, voilà, ça ne va pas il y a tout ce qui est recherche et développement, services associés, hein, va être, foutu au bac. On va en général se concentrer sur, une gamme de produits, j'ai mis ici très étroite, mais c'est unique, hein, on va faire un seul produit, hein, avec une qualité, hein, minimum quoi, hein, souvent un petit peu, sacrifiée. Voilà. Bon, au début, c'était tout, hein, il y en avait que 3, et Michael Porter, il déconseillait même, d'être au milieu, hein, parce qu'il a dit: «Oui, si vous êtes pris en sandwich entre la domination par les coûts et la différenciation vers le haut, mais chaque fois que les autres vont vouloir étendre leur part de marché, ils vont venir manger, hein, celui qui se trouve au milieu là». Il se fait que, l'histoire lui a donné tort et qu'on a rajouté, une nouvelle stratégie qui est la stratégie de la valeur, hein, parfois on appelle ça stratégie hybride aussi. Et en fait, cette stratégie de la valeur, elle vise à une judicieuse combinaison des 3 autres stratégies. Alors on dit: «Mais comment est-ce que je fais ça?» Eh ben, d'abord, je me choisis une niche, si possible suffisamment nombreuse pour pouvoir amortir confortablement mes coûts, hein, avec une stratégie de volume acceptable, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, il est clair qu'au plus mon segment est grand, au mieux j'ai cette domination par les coûts et donc c'est pas un critère à négliger, hein. Avoir, 2-3 clients, sauf s'ils sont très, très riches et qui sont prêts à payer la différence, en tout cas pour une stratégie de la valeur, ça va pas. Il faut quand même un groupe de clients suffisamment important que pour pouvoir amortir correctement ces investissements. Deuxième étape, pour ce groupe de clients que je vais bien spécifier, je vais vouloir, les connaître et savoir quelles sont les choses qu'ils voudraient en plus que l'offre standard.
Et quelles sont les choses dans l'offre standard qui n'a pas d'importance pour eux? Hem, on retrouve finalement ici, hein, quelque chose, qui est proche de la démarche marketing de base, hein, savoir tiens, segmentation, ciblage, positionnement, beh, c'est finalement dans cette stratégie de la valeur, c'est cohérent avec tout ça. C'est de se dire: «OK, je vais cibler un segment de population qui est, suffisamment grand et bien et avec des caractéristiques bien spécifiques pour pouvoir lui apporter ce qu'il veut en plus et ne pas dépenser trop d'argent, dans ce qui n'a pas d'importance pour ce segment-là, hein. Et donc ça, c'est la stratégie de la valeur. Très bien, alors oui, je vais vite en diagonale, faire cet exercice avec vous, hein. Dans son activité, mode et maroquinerie, Louis Vuitton, hein, bon, on a tout de suite compris, LVMH, c'est du luxe, donc ça, c'est toujours différenciation vers le haut, hein. Je vous passe le reste, vous pourrez lire par vous-même. Avec le Big Phone, lancé en 2008, Bic et Orange mettent en œuvre une stratégie. Ben là, il faut aller voir un petit peu plus loin, hein. Donc, c'est vraiment un téléphone avec le minimum, soit pouvoir appeler et envoyer des SMS, point barre, hein. Donc, ça, c'est bien une différenciation vers le bas. Avec, sa Dacia Logan, alors Dacia Logan, ils ont, vraiment misé sur, des gros volumes, des synergies avec d'autres modèles et tout ça, et je dirais que, c'est une domination par les coûts. Oui, tout à fait, hein, même si on a retiré quand même toute une série de choses qui étaient, voilà, en tout cas, oui, domination par les coûts, on peut dire que c'est principal. Et IKEA, beh, IKEA, hein, je vous en ai déjà parlé avant, c'est typique d'une stratégie de la valeur, hein, il rajoute à la fois des choses pour la classe moyenne, hein, un design, bon, quand même une qualité acceptable, c'est joli, c'est bien, c'est moderne, hein, mais on retire, hein, et notamment le fait qu'on vienne monter les choses, à la maison et qu'il y a un transporteur qui nous apporte ça, et cetera, et cetera, hein. Donc stratégie de la valeur pour, eh ben, dans le cas d'IKEA, c'est vraiment un segment qui est relativement grand, hein, puisque c'est toute la classe moyenne qui apprécie cela. Voilà, je vous ai remis ça sur un graphe, hein, avec ben, le prix en abscisse, hein. Prix bas, eh ben, épuration bien sûr. Prix haut, sophistication, c'est différenciation vers le haut, hein, bien sûr, hein. Et alors d'autres stratégies où on essaye d'augmenter la valeur mais en gardant un prix bas, celui de la domination par les coûts en essayant d'augmenter le volume, et la stratégie hybride que vous retrouvez en S3 mais qui pourrait très bien être en S4 aussi, hein. Ça ne me pose pas de problème, hein. On pourrait trouver un segment pour qui le prix n'est pas vraiment la chose la plus importante, hein, mais voilà. Ok, eh ben, je vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine.